Je m'appelle Delphine. J'ai 36 ans. Je suis mariée depuis 10 ans. Je menais une vie sereine et sans histoire jusqu'au jour où tout a basculé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai cru vivre une histoire d'amour, un conte de fées. En fait, j'ai connu une souffrance terrible. J'étais dépendante de lui. Il prenait toute la place dans ma vie. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais sous son emprise. Aujourd'hui, je recolle encore les morceaux de cette vie qu'il a failli détruire. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Témoignage très courageux que vous allez nous livrer aujourd'hui. Nous vous remercions de votre confiance. C'est vous qui avez souhaité venir, qui avez répondu à notre appel à témoins il y a quelques semaines. Pourquoi avoir choisi le plateau de toute une histoire? Déjà pour me reconstruire moi, et puis aussi pour apporter une aide et un témoignage à tous ceux qui ont vécu la même chose que moi. Pour aider aussi à toutes ces personnes qui souffrent derrière leur écran, derrière leur... voilà. Vous étiez en couple depuis 17 ans lorsque vous avez rencontré cet homme qui vous a fait perdre la tête. Oui. Là, c'est larmes parce que vous le culpabilisez d'avoir mis en péril votre mariage? Énormément. Ouais. Oui. D'avoir fait souffrir votre mari? Oui. Il est là aujourd'hui, votre mari, il est parmi nous. Oui. Il vous a accompagné, mais il a souhaité ne pas s'exprimer. Non. Donc on respecte son silence. Mais c'est un acte fort que de vous avoir accompagné. Ça, oui, c'est un acte très fort, très très fort. Il vous aime. Il a toujours été à mes côtés. Il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait. Bien qu'étant blessé. Bien qu'étant blessé. Vous en êtes où aujourd'hui avec votre mari? Puisqu'il est là sur le plateau, près de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une phase de reconstruction. Ouais. Voilà, et ça veut dire que l'amour est plus fort que tout. Nous avons voulu vous présenter une jeune femme qui a presque le même âge que vous et dont l'histoire a beaucoup de similitudes avec la vôtre. Bonjour Emma. Bonjour Sophie. Alors vous avez aujourd'hui choisi de témoigner sous un pseudonyme. Comme Delphine, vous avez connu ce qu'on appelle un amour toxique qui vous a fait perdre pied et toute confiance en vous. Si vous deviez résumer cette histoire en quelques mots, comment vous la définiriez? Donc cet homme m'a comblé de joie tout de suite. Il s'est montré, il avait un charisme énorme. Il était attentif, il me faisait sortir de chez moi, il m'emmenait au restaurant, il m'offrait des cadeaux. Donc pour moi, c'était le chevalier sur son cheval blanc. Et très vite, malheureusement, le masque est tombé. Et il a commencé à me critiquer, à m'humilier, brimade quotidienne. Et ça a été de pire en pire. Et jusqu'à vivre l'enfer. Donc vous avez été sous son emprise pendant plusieurs années. Aujourd'hui, oui. Vous en êtes sortie? Tout à fait, oui. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, je suis très heureuse. J'ai refait ma vie avec un nouveau conjoint depuis 6 ans et je suis très très heureuse avec lui. Il me rend très épanouie et on a beaucoup de projets. Voilà, non, je suis très heureuse. Bon, donc vous allez nous faire part de votre expérience et peut-être rassurer Delphine. Et puis à vos côtés, un homme que nous connaissons bien ici a toute une histoire puisqu'il est déjà venu témoigner sur notre plateau. Son histoire vous avait beaucoup marqué et lorsque nous avons commencé à travailler sur ce thème, nous avons tout de suite pensé à l'invité. Bonjour Sand. Bonjour Sophie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous aussi, vous savez ce qu'est une passion qui vous fait perdre le contrôle. Vous l'avez vécu il y a quelques années. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots d'Emma et de Delphine? Emprise, passion, destruction? Oui, tout à fait, complètement. Complètement. Ouais. Alors, on va regarder un résumé de vos passages dans l'émission et puis on se retrouve juste après pour en parler. À près de 50 ans, Sand avait croisé le chemin d'une femme fatale qui avait complètement bouleversé sa vie dès le premier regard. C'est parti sur les chapeaux de roue, vraiment. La liaison intime a été entamée et là, c'est plus possible de revenir en arrière. Ce qui s'est produit là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Vous êtes de rester subjugué?
Ben, je sais pas, vous avez l'impression de rentrer dans le jardin d'Éden, quoi. Pourtant, cette relation passionnelle avait rapidement pris une tournure conflictuelle. Tout se passe bien et le lendemain, ça bascule. Elle m'a appelé, je lui ai demandé ce qui allait pas et elle m'a dit « je veux pas continuer avec toi ». Vous lui avez dit quoi? Ben, je suis parti, vous voulez que je fasse quoi? Vous êtes séparés. Ben Combien oui. de temps? 3 jours. Donc à nouveau ensemble, et puis ça a recommencé. Il y a eu à nouveau d'autres crises. Ça, il y en a eu beaucoup. C'est un cercle sans fin, vous comprenez rien. Le paradis qui se mélange à l'enfer, c'est ça. Hein. Psychologiquement, c'est quelque chose d'intenable. Hein. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'emprise. Hein, vous décrivez des sentiments extrêmes, hein. C'est explosif et en même temps c'est aussi explosif dans l'infernal. Je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas psychologue. Et j'apprécie beaucoup Dominique Farigou parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Alors elle s'appelle Frédéric, C'est avec humour que Sand s'était confié sur notre plateau. Mais au-delà des rires, il avait dû mettre un terme définitif à son histoire d'amour, non sans difficulté. Ça construit un truc comme ça. Ça construit, je sais pas, enfin je veux dire, j'étais à l'état d'une maison en construction, je pense que là je suis une cathédrale en matière de connaissances. Alors est-ce que la cathédrale que vous êtes aujourd'hui abrite Non, de je plaisante. nouveaux... C'est une cathédrale, mais il n'y a pas de toit. De nouveaux pèlerins. Il n'y a pas de toit? 2 ans plus tard, nous avions retrouvé Sand avec sa nouvelle compagne, Corinne. Ils avaient le projet de s'installer ensemble. Petite maison, grand amour. Ça doit être un peu ça, là, le truc. Alors, si j'ai bien compris, la dernière fois que vous êtes venu, aujourd'hui, la cathédrale a un toit. Petite maison, grand amour. Ouais, la toile, la charpente, les tuiles, il y a tout, là. C'est bien solide. Ouais, tout. Ouais, c'est bon. Alors Delphine, on va revenir en détail sur votre histoire. Il faut repartir quelques années en arrière pour mieux comprendre votre histoire. Vous avez connu Jérôme, votre mari, en 1998. Il a été votre premier amour. Notre équipe a sélectionné quelques photos pour nous raconter votre rencontre. Et puis on regarde ces images et on approfondit après. Delphine rencontre Jérôme à 18 ans. Il a 15 ans de plus qu'elle, mais entre eux, c'est une évidence. Le couple ne se quitte plus et décide très vite de fonder une famille. Colline voit le jour en 2001, puis Nathan 2 ans plus tard. La famille est heureuse et épanouie. Le couple officialise son amour en 2005 en se mariant. Ensemble, ils semblent prêts à braver toutes les tempêtes. Alors, vous étiez prête à braver toutes les tempêtes aux côtés de votre mari. Et pourtant, après 10 ans de ce mariage, apparemment sans nuages, vous avez laissé entrer un autre homme dans votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi vous avez laissé cette place? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me sentais vraiment délaissée. Pourquoi? Délaissée par un pourquoi? mari qui était fort occupé professionnellement, on va dire. Ouais. Très pris par son travail. Et puis, comme Il je était vous ai toujours dit, absent? Souvent absent? souvent absent. Une routine après s'est installée. J'ai essayé de raviver cette flamme. Hein, et, Vous avez parlé avec lui à l'époque? Vous lui avez exprimé vos manques? plus ou moins, oui. Oui. Plus ou moins? Plus ou moins? Plus. On va dire que j'organisais des petites soirées. Je lui ai donné une petite alerte. Et puis... C'était quoi la petite alerte? Pour la Saint-Valentin, je lui avais fait un petit book avec des photos de moi dénudée. J'ai essayé de repimenter. Ouais. Mais en lui malgré expliquant ce qui vous manquait? Non. Ouais, c'est ça, vous n'expliquiez pas qu'il vous manquait, quoi. Non. Je lui disais pense à moi et arrête de travailler un petit peu moins, occupe-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il vous répondait? Je ne peux pas professionnellement, c'est vrai qu'il voulait subvenir aussi à nos besoins. Ouais. Donc il ne répondait pas comme vous l'auriez souhaité? Non. À vos demandes? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes laissé séduire par un autre homme? Eh bien... Comment vous l'avez rencontré déjà? Cet homme me courtisait depuis quelques années déjà auparavant. Mais pour moi, il était hors de question. C'était un ami? C'est quelqu'un que vous... C'est une connaissance, oui, c'était un ami. Et pour moi, il était hors de question de tromper mon mari. J'étais vraiment droite, il était hors de question. Il était dans quelle situation sentimentale, lui, cet homme-là? En concubinage aussi.
Donc, il vous a fait la cour. Oui, il m'a fait la cour. Qu'est-ce qui vous a séduite? Les compliments qu'il me disait, j'étais belle à ses yeux. Il m'a redonné de l'estime de moi, j'étais sa princesse, j'étais... Voilà, tous les mots qu'une femme a envie d'entendre et que je n'entendais plus de mon mari. Et vous avez fini par céder? Oui. Vous vous sentiez comment dans ses bras? Bien, bien. J'étais amoureuse, j'étais bien dans ma petite bulle. Ouais. Plus rien ne pouvait m'atteindre. Est-ce que votre mari se rendait compte d'un changement chez vous? Oui, Il vous voyait changer physiquement? oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Devenir plus coquette peut-être? Aussi. Ouais. Oui, mais oui. Oui, bah oui, je voulais toujours être jolie. Emma, est-ce que vous vous retrouvez dans ce témoignage? Est-ce que vous retrouvez l'homme dont vous êtes tombée amoureuse? Vous disiez tout à l'heure qu'il vous couvrait de compliments, lui aussi. Tout à fait. Donc, il me disait que j'étais la femme de sa vie, celle qu'il avait attendue depuis tant d'années. Mais oui, les compliments que toute femme attend, effectivement. On les a eus. Oui, on les a eus, ça. Au début, vous avez eu l'impression de voir arriver une sorte de prince charmant. Exactement. Un ouais. Zorro sur son cheval, vous Voilà. disiez, sur Ouais. son Ah oui, cheval tout blanc. à fait. On a l'impression d'être. À vous, il était blanc, le cheval. Oui, il était blanc, le Zorro, il cheval. est noir, non? Si mes Oui. souvenirs sont bons. On a l'impression d'être mis sur un piédestal, en fait. C'est ça. On a l'impression d'être unique à ses yeux. On est la femme parfaite. On est une princesse. Voilà, exactement. Des princesses, des Ouais. femmes parfaites, Ouais. il y a un côté rassurant et flatteur. C'est toujours ce même type d'approche en général? Oui, c'est toujours ce même type d'approche. Et ce qui est frappant là, c'est qu'on voit que ce que ça vient combler, c'est des manques de petites filles. Parce que c'est les petites filles qui rêvent au prince charmant et qui attendent le prince sur son cheval blanc. Donc ça montre bien qu'effectivement, là, il y a des blessures qui viennent de loin et qui font que je peux être sensible à ce type de démarche et que je peux être dans l'illusion que l'autre qui arrive avec son cheval blanc, il va combler tous mes manques, il va répondre à tous mes besoins et il va remplir toutes les failles. Or ça... Quand on est une femme adulte, on sait que ça n'existe pas. Donc c'est là où effectivement c'est symptomatique de la blessure qui est la vôtre. C'est-à-dire que c'est de la blessure de petite fille qui est venue là vous fragiliser en fait, parce qu'elle n'a pas été cicatrisée. Alors, ça vous parle, une blessure de petite fille? Vous aviez... Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, quand vous étiez petite fille? Eh bien, j'ai été placée, voilà, en famille d'accueil. À quel âge? 3 ans. Ouais. Donc c'est ça, c'est un... C'est Voilà. sans doute un Oui. complexe d'abandon J'ai qui fait vécu, que... voilà, tout à fait, certainement. Et vous, Emma? Moi, j'étais en manque affectif. J'avais ma maman qui était décédée, donc qui s'est engouffrée dans la brèche. Ça, c'était très facile pour lui. Il n'y a rien de plus facile, ouais. Donc, Alors vous disiez qu'au début c'était un Zorro sur un cheval noir qui vous couvrait de compliments, mais rapidement cet homme-là a montré une autre facette de sa personnalité. Tout à Qu'est-ce fait. que vous avez découvert? Très vite, il s'est mis à me critiquer. En fait, je n'avais pas le droit d'avoir des jupes plus longues qu'à ce niveau-là. J'étais obligée d'attacher mes cheveux, le maquillage essentiellement seulement pour le travail. Donc, Il était jaloux? Ah oui, il était jaloux. Il était d'une jalousie maladive. Il m'a écartée de mes amis de l'époque. J'ai un exemple en tête. Par exemple, à cette époque-là, je travaillais à Paris, donc je prenais les transports en commun. Et un soir, je rentrais du travail et un train a été annulé pour des raisons techniques, comme c'est fréquent en région parisienne. Donc je suis arrivée à la maison avec une demi-heure de retard. Et du coup, il m'a fait une scène incroyable, comme quoi il m'a couverte d'injures. Il m'a dit, tu as parlé avec un homme, tu étais avec un homme. Je lui ai dit non, le train a été annulé. Le lendemain, j'étais obligée de retourner à la gare, de prendre un justificatif comme quoi le train avait bien été annulé pour raison technique. Et c'était que des scènes comme ça. Je ne pouvais même pas adresser la parole à un homme dans la rue pour lui demander son chemin. J'étais une femme qui le trompait. C'était ça tout le temps, tout le temps. Tout ça, toutes ces brimades, Ouais. ces insultes, ces humiliations, cette jalousie, ça ne vous a pas fait fuir? Non, parce que pour moi, c'était une preuve d'amour. C'était une preuve d'amour, j'acceptais. Parce que pour moi, il m'aimait.
Tout ça ne vous a pas fait fuir, au contraire, ça vous a conforté dans le fait qu'il vous aimait. Oui, pour moi, il m'aimait. L'isolement, c'est quelque chose qu'on retrouve caractéristique. aussi, hein. Caractéristique. C'est caractéristique parce que à partir du moment où je disqualifie l'entourage de la personne, je l'isole et j'assois mon pouvoir sur elle. Parce qu'il n'y a pas de regard extérieur qui va venir dire mais attends, c'est pas normal, qui va pouvoir interroger la relation ou la remettre en question. Donc effectivement, pour avoir du pouvoir sur quelqu'un, il vaut mieux l'isoler de son entourage parce que ça permet d'asseoir la dépendance. Et puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, l'emprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, la personne en face a donné quelque chose, a répondu à des attentes. Donc le principe, c'est de faire croire à l'autre que c'est lui qui est responsable de sa dépendance. C'est lui qui est coupable. Alors que cette culpabilisation, c'est vraiment une manière d'asseoir son emprise. Et la personne va finir par se sentir coupable de tout. Et ça va entraîner aussi une dévitalisation, une perte d'autonomie et une perte de confiance en soi caractéristique des gens sous emprise qui font que c'est un cercle vicieux. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Moi, j'ai la possibilité de me sortir de la situation. Mais en général, à la base, c'est quand même des gens qui manquaient de confiance en eux, qui tombent sous l'emprise de quelqu'un. Mais ça s'aggrave. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va réparer, mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça creuse le manque de confiance en soi. Oui, exactement. Delphine, vous reconnaissez ces traits de caractère? Tout à fait. La jalousie. Par rapport quand je mettais des jupes, je n'avais pas le droit de sortir en jupe. Par rapport à la jalousie, oui, très possessif. jaloux, très possessif. Où tu es, avec qui. Il m'appelait tous les 2 minutes pour savoir où j'étais, avec qui. Et il supportait que vous viviez encore avec votre mari? Oui, étonnamment, oui. Pour lui, votre mari n'était pas un concurrent, n'était pas un danger? Non. Comment ça s'explique, ça, Frédéric? Parce que probablement qu'il n'avait pas spécialement envie de vivre une relation au grand jour et que ce qui l'intéressait, c'est de garder le pouvoir sur elle. Et on le voit bien, là, on n'est plus un sujet, on est juste un objet pour l'autre. Un objet pour son propre plaisir, un objet que je façonne à ma volonté, à qui je dis comment m'habiller, etc. Donc on n'est plus une personne dans cette situation. Tout à fait. On est chosifié, oui, Oui, c'est ça. complètement. On est un jouet, en fait, un jouet. C'est ça. Chosifié. Oui, oui, c'est ça. On est exactement le terme. Sand, est-ce que vous reconnaissez ce que vous avez vécu, ce côté exclusif, possessif, jaloux? Oui, oui, Est-ce que vous oui. êtes senti chosifié aussi? Non, en fait, moi, la chance, pas vraiment, parce que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un caractère de merde, je me laisse pas faire. Donc, c'est clair que ça m'a un peu sauvé, quoi. Donc, j'étais rebelle, je me laissais pas faire. Donc, elle a pu faire plus ou moins ce qu'elle voulait, parce qu'elle était quand même très, très jolie. Donc, en général, voilà, quoi, pour un homme, c'est important. Mais quand je sentais que ça dépassait un peu trop les bornes, j'arrêtais le truc quand même. Mais évidemment que ça ressemble à ce qu'elle a dit, ouais, c'est clair. C'est clair. Même si elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle a fait avec toi, ce qu'elle n'a pas pu faire avec moi, en fait, elle a quand même tenté le coup, quoi. Mais ça n'a pas toujours marché, mais parfois oui. Emma, vous nous disiez tout à l'heure que cet homme dont vous nous parlez, vous avez coupé de votre entourage proche, vous a isolé. Tout à fait. Comment il s'y est pris pour faire ça? Il les critiquait, en fait. Quand, par exemple, les amis que j'avais à l'époque, je les invitais à la maison. Elles repartaient et c'était des critiques. Donc, en fait, je m'identifiais à ce qu'il disait. Je le croyais, j'étais convaincue de sa bonne parole. Et du coup, je les fréquentais plus, je les invitais plus. Et puis, il était tellement jaloux que j'ai été obligée de couper beaucoup de mes relations que j'avais à l'époque. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que je ne pouvais plus sortir. J'ai été invitée à un anniversaire, il fallait qu'il me dépose à l'anniversaire pour voir s'il n'y avait pas d'homme dans la pièce. Il venait me rechercher pour être sûr qu'un homme ne s'était pas incrusté dans la soirée. Il me contrôlait et puis je me sentais mal, j'arrivais plus à... J'étais obligée de couper mes contacts. En fait, c'est comme s'il y avait une tornade sur notre carnet d'adresses. On n'a plus de contact avec notre entourage. Vous avez donc subi des humiliations, des brimades. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Histoire de lunettes, par exemple? Oui, alors je suis myope. J'étais myope et je ne supportais plus les lentilles. Donc j'étais obligée de me
portait des lunettes. Et je me souviens très bien de la scène, la première fois que j'ai mis mes lunettes en sa présence. Il m'a dit, enlève-moi ça tout de suite, ça ne te va pas, on dirait un serpent à lunettes. Non. Des humiliations pendant les repas, pendant que vous étiez oui, en train de alors, manger, il vous disait par exemple, quoi? au début, j'aimais bien chantonner. Donc, il disait, tais-toi. Je chantonnais des petites chansons comme ça. Et il me disait, mais tais-toi, t'es une gamine, t'as quel âge pour chanter? Et puis il me donnait des coups de coude, arrête de chanter. Il m'humiliait quand je mangeais, ah, tu fais trop de bruit. C'était sans arrêt. À la fin, je savais plus quoi faire, quoi dire. J'étais figée. Que je fasse noir, il me disait blanc. Je disais blanc, il me disait noir. C'était sans arrêt. Et vous diriez quoi qu'il a atteint votre personnalité, votre caractère, que vous avez changé à son contact? Ah oui, pour vous donner une image, je dirais que j'étais une poupée vivante vidée de ma substance. J'avais plus de personnalité, j'étais complètement à sa merci et j'arrivais plus à répondre. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître étonnant, mais j'arrivais pas à répondre à ses attaques. C'était. C'est une bonne image, ça, se sentir vidé de sa substance. Vous l'avez ressenti aussi, Delphine, ça? Oui, oui, oui. Moi, je parle de vampire relationnel. C'est-à-dire qu'il aspire la substance vitale de l'autre. Et d'ailleurs, la caractéristique, c'est qu'il y a une dévitalisation, il y a un sentiment dépressif. Le corps réagit aussi. On est en état de stress permanent. Mon corps a beaucoup réagi. Voilà, c'est vraiment un signe. Il y a une somatisation, il y a un sentiment dépressif qui s'installe et une tension permanente. On n'est jamais tranquille. Donc ça, c'est vrai que c'est très fréquent aussi, malheureusement. Comment votre corps a réagi, vous, Emma? J'ai énormément grossi, j'avais énormément grossi. Je faisais beaucoup de cauchemars, des cauchemars récurrents. J'ai l'impression que je rêvais qu'on voulait me tuer, que des assaillants me poursuivaient. Donc le matin, je me réveillais, j'étais complètement, j'avais des douleurs partout dans le corps. Et oui, j'étais pas bien, j'étais pas bien dans ma tête. C'est intéressant votre rêve parce que vous parlez d'assaillants, parce que c'est du harcèlement quotidien, c'est permanent. C'était tout le temps. Ça s'exprime par le sentiment d'être assailli en permanence. Par ces brimades et ces humiliations quotidiennes. Mais même la nuit, ça me poursuivait, en fait. C'était permanent, Non, il m'a complètement changé. J'étais plus la même. J'étais plus moi, en fait. J'étais un robot. Et vous, Delphine, vous dites que votre corps a réagi aussi? Oui, j'avais perdu beaucoup de poids. C'est l'inverse. Oui, moi, c'est l'inverse. Et puis, mais pourquoi? Parce que vous n'aviez plus envie de manger ou pour lui plaire? Cette perte de poids? Les deux. Les deux? Les deux, parce que je faisais du sport, parce que j'avais ce petit ventre, vous savez, qu'il fallait éliminer, qu'il fallait masser, il fallait faire des abdos pour être à son image. Il vous faisait des remarques? Oui, bien sûr, oui. En vous disant, t'as du ventre, t'es pas assez musclé? Oui. Tu me corriges ce petit ventre, tu vas être parfaite après, il faut faire du sport, il faut... Voilà. Et alors donc, j'imagine que ça n'est pas passé inaperçu aux yeux de votre mari, il s'en est rendu compte de tout ça? Oui. Il vous en faisait part? Il vous faisait des remarques? Il se doutait bien qu'il y avait quelque chose, parce que comme je vous le disais, j'étais dans ma bulle et je ne voyais rien d'autre. Voilà. Mais il vous faisait des remarques, lui? Mon mari? Oui. Non. Pas plus que ça? Pas plus que ça, non. Comment vous organisiez cette double vie? C'est une bonne question. Je me le demande encore aujourd'hui comment je faisais. Je mentais à mon mari. Je mentais beaucoup à mon mari. Je lui disais que j'étais chez une cousine pour aller le rejoindre. Est-ce que vous le rejoigniez quand? Le soir aussi? Oui. Plusieurs fois par semaine? Oh oui. Oui. Et vous dormiez avec lui? Enfin, vous passiez la nuit avec lui? Ça m'est arrivé, oui. En disant que vous dormiez chez une cousine? Oui. Et jamais votre mari n'est allé plus loin dans la vérification? Inconsciemment, il se doutait. Il se doutait certainement. Comment vous expliquez qu'il n'ait pas cherché à savoir plus par peur de découvrir la vérité? Il a cherché. Il a cherché. Mais il n'avait pas de preuves. D'accord. Et un jour, il a tout découvert. Mais il a cherché quand même? Oui. Oui. Vous nous avez confié que... Oui, parce que mon mari ne me reconnaissait pas. Oui. Parce que pour lui, jamais je l'aurais trompé. Je vous dis, j'étais quelqu'un de droite. Il est tombé de très haut, mon mari. Ouais. De très très haut. Et vous aviez peur d'être démasqué? Je ne pas de ça. Non. Parce qu'au contraire, moi, je voulais que cette liaison-là soit démasquée. Ouais. Parce que je me sentais très mal entre deux hommes. Vous étiez accro
Oui, Comme une droguée? tout à fait. Oui. Il vous fallait votre dose. Voilà. Votre dose. Voilà. Dose, c'est à Voilà, Bordeaux, qu'on dit ça. d'ailleurs, c'est tout à fait ça. Ouais. J'étais en manque de lui. Ouais. Vous parveniez à le voir tous les combien? Tous les jours, quasiment. Tous les jours. Oui. On s'envoyait 200 SMS par jour. C'était quelque chose de... Ah non, mais... Vous aussi, c'était- Emma? C'était... Non, 200 SMS, c'est énorme. Non, mais Ça vous c'était parle. vraiment très... Sand, vous utilisiez ce mot aussi, hein, accro. Vous aviez l'impression d'être en manque. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est de la cam à l'état pur. Hein. Ça c'est sûr que, ouais, il y a pas d'autre mot. C'est ça. On est drogué. Et puis après ça dégringole. Donc par là même, ça vaut pas le coup. Et puis ouais, c'est une drogue. Ouais, c'est une drogue parce qu'on monte tout en haut. C'est clair que c'est une cam. Ouais. Frédéric, C'est clair. cette dépendance vous semble dangereuse aussi? Ah ben elle est dramatique parce qu'elle est destructrice. C'est-à-dire que cette dépendance, ce manque permanent, ça empêche de voir le mal que ça fait. Les dégâts sur justement l'intégrité physique et psychique. Donc ce qui compte, c'est avoir sa dose, effectivement, voir l'autre. Mais on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on est en train de perdre, et vous l'avez très bien expliqué, la personne que l'on est, le sujet. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des regards extérieurs qui peuvent alerter. Le problème, c'est que c'est difficile à repérer. Il faut pouvoir parler d'intimité, et puis il y a des professionnels aussi qui peuvent le repérer. Mais il y a certains qui ne sont pas formés et qui ne peuvent pas détecter les aspects de cette dépendance dans le discours. Là, effectivement, nous, on est habitués à entendre ce genre de témoignages et on sait repérer. Mais les médecins pourraient aussi renvoyer des choses importantes pour créer des déclics si on connaissait bien ce type de personnalité, parce que ça permettrait d'alerter et de dire attention. Là, une relation, ça ne doit pas faire ça. Ça ne doit pas faire souffrir, ça ne doit pas mettre en état de manque permanent, ça ne doit pas faire perdre sa vitalité et sa confiance en soi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est tout ce que vous voulez, mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, ça libère, ça fait grandir, ça élève, ça n'emprisonne pas. Vous vous sentiez emprisonné? Oui. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Dans quel sens? Dans une bulle. Je vous dis, j'étais dans ma bulle. Je ne voyais que par lui aussi. Oui, mais et je a voyais priori, rien. quand on est emprisonné dans une bulle, c'est plutôt agréable comme sensation. Oui. Mais quand cette bulle a été percée, je me suis sentie moi-même. Ouais. Vous voyez, dans cette bulle, je n'étais plus moi-même. Voilà. Alors, il se trouve que cet homme-là, vous avez découvert qu'il avait aussi d'autres conquêtes pendant votre relation. Oui. Vous le saviez? Oui. Comment vous l'avez découvert? Je l'ai découvert une nuit, lorsque son portable a sonné. Il a tout de suite caché. J'ai dit, qui c'est qui t'appelle à 2h du matin? Non, c'est rien. Il a tout effacé. Ouais. Tout effacé pour pas que... Parce que j'ai voulu lui prendre son portable. J'étais dans une colère, vous imaginez. Tout de suite, vous avez pensé à Oui, ça? oui, tout de suite. Parce que vous aviez Et j'ai eu des des doutes? confirmations par la suite, oui. Vous aviez des doutes sur le fait qu'il puisse vous tromper? On m'avait mise en garde et j'ai rien voulu entendre. Ouais. Je vous dis, j'étais dans ma bulle, j'étais amoureuse. Et voilà, on m'avait mis en garde, tous mes amis. Vous le supportiez ou vous lui faisiez des crises de jalousie? Ou Je par le- amour, vous supportiez tout? Je le supportais, je vous dis, j'étais dans... Voilà, tout me passait au-dessus. Voilà, j'étais dans ma bulle. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas, j'étais... J'arrive moi-même même pas à m'imaginer que j'étais comme ça. Vous voyez? Que je puisse... j'étais une autre personne. Ça a duré combien de temps, en fait? Notre relation, Ouais. 7 mois. 7 mois. À quel moment vous avez commencé à avoir des projets tous les deux? Vous envisagez quoi? Eh bien, moi, il m'a déclaré qu'il m'aimait. Il m'a fait sa déclaration, qu'il avait des sentiments pour moi. Donc, moi, j'ai dit, je vais divorcer. Donc, j'ai engagé... Il vous l'a demandé ou c'est vous qui l'avez C'est moi. qui l'avez proposé? Comment? C'est vous qui l'avez proposé, Oui. sans qu'il vous le demande? Oui. Et comment il a réagi quand vous lui avez proposé? Il m'a dit non, il ne faut pas que tu divorces, il faut que tu restes avec ton mari. Voilà. Voilà. Quelque part, ça l'a arrangé. Voilà. Ah. Voilà.
Voilà. Et donc, vous êtes allé plus loin dans cette idée? Vous avez commencé à faire des démarches? Oui, j'ai fait une démarche pour chercher des maisons. Et il m'a accompagné visiter ces maisons. Il m'a dit, ah oui, celle-ci, elle est jolie, celle-ci... Donc nous avons trouvé une maison qui correspondait à mes critères de recherche. Il m'a dit, ah, celle-ci, elle est bien, tu vas être heureuse, je viendrai te voir tous les jours. D'accord, Voilà. mais lui, il s'imaginait pas y habiter dans cette maison? Non, non. Il m'avait dit, je ne quitterai jamais ma femme. Voilà. Mais moi, j'espérais. J'espérais quelque part... mais non. Ça aussi, c'est une caractéristique, Frédéric? Alors, ce qui est une caractéristique, c'est cette communication pas très claire. En fait, c'est très flou, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et du coup, il laisse la place à votre désir à vous. À quel moment les choses ont évolué? Votre mari a fini par découvrir quelque chose? Oui. Comment? En fait, le week-end, on sortait à 4 entre amis parce que on avait besoin de se voir. À 4, c'est-à-dire vous sortiez avec votre mari Oui. et lui avec sa femme? Oui, oui, oui. Et il m'avait fait du pied sous la table et mon mari a vu, donc Oui. a voulu avoir des preuves. Oui. Donc il a regardé dans mon portable et a découvert tous les SMS que l'on s'échangeait. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir sa compagne, il lui a tout dit. Et dès cet instant, nos liens ont été... Mais votre mari vous en a parlé à vous aussi? de cette histoire, Oui. du fait que, voilà, il Oui. vous a mis quand même devant le fait accompli. Oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Et mon mari ne voulait pas, il avait perçu que quelque chose n'allait pas et il ne voulait pas que je sois malheureuse en fait. Voilà, il me dit, tu te rends compte, tu vas te mettre dans cette maison, je ne veux pas que tu vas être malheureuse. Je veux bien que tu partes, mais avec quelqu'un d'autre, pas avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucun ego, votre mari. Il n'a pensé qu'à vous et qu'à vous protéger. Oui, oui. Ça, c'est quand même pas ça, fréquent. Il est balèze, le mec. Hein. Ouais. J'ai un mari en or, j'ai pas Non, peur ça de le veut dire dire. que J'ai ça- un mari vraiment formidable. Moi, je vais te dire un truc, on se connaît pas, mais garde-le, parce que tu vas pas en trouver des masses comme ça. Non, j'en suis consciente, je réalise maintenant que... Mais c'est peut-être ça, tout simplement, l'amour. Ah, ça, c'est de l'amour, effectivement. Ça, c'est le Puis vrai même amour. le fait d'être sur le plateau et d'entendre tout ça, je trouve ça aussi très courageux de sa part, parce que je trouve pas ça évident du tout. Donc c'est aussi important que si, à un moment donné, dans votre reconstruction à Il tous les acceptait deux... que je parte alors qu'il m'aimait à la folie. Mais pas que je parte avec lui, parce qu'il savait très bien que c'était une relation toxique pour moi, mais que je parte avec quelqu'un d'autre et que je sois heureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, contrairement à ce que vous pensiez, votre mari pose un vrai regard sur vous, c'est-à-dire un vrai regard sur ce qui peut être bon ou pas pour vous et un regard bienveillant. Donc ça, c'est effectivement la base. Alors après, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'oublie non plus. C'est-à-dire que ça, c'est un côté très protecteur, mais vous restez un homme et une femme, et il faut que lui aussi puisse exprimer sa souffrance et ses besoins d'homme face à vous. Il a beaucoup souffert d'ailleurs. Et que peut-être il ne l'a pas suffisamment fait jusqu'à présent. Donc je l'encourage à le faire. Il le Mais fait? Oui. Il a tout compris, lui. Hein. Il a tout compris. Pas d'insultes, pas de violence, de la douceur, de la diplomatie, de la discrétion, et il a tout gagné. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la stratégie. Je pense que c'est Non, juste c'est pas une, non, mais c'est une de l'amour. stratégie humaine, quoi. C'est super naturel. Le mec, il a une humanité sans précédent, quoi. C'est impressionnant. Moi, il m'impressionne. Vous seriez incapable de faire Ben, ça, vous à ce point-là, j'en sais rien. Je sais pas. Je peux pas dire. Mais bon, ouais, moi, je me sens tout petit à côté d'un mec comme ça. Ouais, ça, c'est clair. Je suis capable de faire d'autres choses, mais ce qu'il fait là, Non, mais c'est intéressant ce que vous renvoyez, Il est Sandre, chaud, parce quoi. que effectivement, là, vous êtes plus vous dans l'homme et dans l'homme qui aurait accusé le coup. Et je pense que votre mari, il est un peu trop dans le protecteur. Et donc, il faut que, voilà, vous n'êtes pas sa protégée, vous êtes sa femme. Il faut qu'il puisse exprimer aussi sa souffrance d'homme face à toute cette situation. Bien sûr. Donc vous disiez qu'il était prêt à vous laisser partir si vous aviez besoin de partir. Oui. Et c'est ce que vous avez fait? Vous êtes parti? Non. Non, je ne pouvais pas parce que j'ai réalisé que j'aimais mon mari. Que j'aimais mon mari. Qui vous a aidé à vous sevrer de cet homme? Mais en fait, le lendemain, j'ai reçu un SMS de cet amant qui me disait, Delphine, je ne t'ai jamais aimée, et des propos très, très horribles, d'une violence terrible. Et
Mon mari m'a beaucoup aidée à me sevrer de cette histoire, et mes amis. Alors justement, l'une de Et vos grâce amies à eux, j'ai réussi à remonter à à la surface. à la surface. L'une de vos amies a accepté de rencontrer notre journaliste et de revenir sur cette période difficile où elle vous a vu sombrer peu à peu. On regarde cet entretien. Bonjour. Enchantée. Je connais Delphine depuis 6 ans. Et à l'époque où je l'ai rencontrée, elle était rieuse, elle était pleine de vie, elle adorait aider les autres. Elle était rentrée dans une routine, dans une habitude, que son mari travaillait beaucoup à l'extérieur, qu'elle se retrouvait seule. Elle a eu besoin que quelqu'un s'occupe d'elle, donc elle a trouvé quelqu'un d'autre en fait. Comment avez-vous appris que Delphine avait un amant? Parce qu'elle avait besoin de me le dire, elle avait besoin de se confier en fait. Elle était vraiment passionnée, elle était vraiment éprise de cet homme. Et elle ne pouvait pas du tout s'en passer, vraiment comme une drogue. J'ai vu Delphine changer. Elle n'était plus avec nous, elle n'était plus là, elle était ailleurs. J'avais beau essayer de la recentrer sur elle, elle ne m'entendait pas. Je me suis vraiment inquiétée pour elle, j'avais peur qu'elle se perde. Comment décririez-vous cet homme? De ce qu'elle m'en disait, c'était un homme jaloux, c'était un homme qui lui demandait quand même beaucoup. Un jour qu'elle était chez moi, cet homme lui demandait où elle était. Et prise de panique, Delphine m'a demandé, est-ce que tu peux lui dire que je suis chez toi parce qu'il ne veut pas me croire. Je lui disais que c'était pas une relation faite pour elle, que c'était, voilà, dans l'état où elle était, ça la mettait. Je lui disais, arrête, il faut que tu cesses cette relation. Comment Delphine a-t-elle réagi lorsque son amant a coupé les ponts? Elle a vraiment été abattue, elle a vraiment été déprimée, elle a vraiment été dans une tristesse, dans un profond effondrement, en fait. Je pense que c'est une belle preuve d'amour, ce que Jérôme montre à Delphine, et c'est son pilier, en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes ou pas beaucoup d'hommes qui resteraient. Je pense que l'attitude de Jérôme a sauvé Delphine. Quel message voudriez-vous adresser à Delphine aujourd'hui? Je voudrais la retrouver comme je la connaissais avant. Je voudrais qu'elle retrouve son pétillant et surtout qu'elle soit heureuse avec cette famille qu'elle a. Ils sont unis, donc je voudrais vraiment qu'elle retrouve tout ça, tout ce qu'elle a cru perdre, je pense, et en fait qu'elle n'a jamais perdu, qui a toujours été là, en fait. Retrouver la pétillance. Oui, tu me retrouveras. Elle va Ça me vous retrouver. touche? Oui. En fait, c'est vrai que vous avez de la chance de ne rien avoir perdu finalement. Oui. Une grande chance de rien avoir perdu, comme vous dites. Et j'ai réalisé que j'aurais pu tout perdre. Alors après, il faut retrouver des liens d'intimité et d'amour dans un couple. Oui. Comment vous tentez de sauver votre couple? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on reste ensemble. Après, il faut trouver l'envie de rester ensemble. On suit une thérapie de couple. Ouais. Voilà. Et on se parle beaucoup. Ouais. Donc lui aussi vous confie sa souffrance? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que lui aussi se remet en question sur le fait que c'est vrai qu'il a été peut-être trop indisponible à un moment? Il comprend cette faille. Il a très bien compris cette faille que nous avions à l'époque. Ouais. Et j'espère que ça n'arrivera plus. Je lui dis haut et fort, je l'aime et je regrette. Et je regrette énormément. Vous êtes sûr que vous avez totalement regagné sa confiance? Non. On a encore du chemin à parcourir de toute façon pour qu'il me fasse 100% confiance. Alors vous avez tenu à faire quelque chose de très symbolique pour repartir de zéro avec votre mari. Quelle décision avez-vous prise? J'ai pris la décision de divorcer. De divorcer en sachant que vous resterez avec lui? Oui. Ça, c'est pas banal, ça. Parce que pour moi, j'ai gâché mon mariage. Je m'en veux d'avoir trompé mon mari en période de mariage. C'était tellement beau, donc j'ai envie de repartir à zéro. C'est-à-dire que vous avez envie de reprendre un engagement auprès de lui? Oui, voilà. En vous lavant, en vous disculpant de ce que vous avez fait. C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Frédéric? Oui, c'est tout à fait ça. Et prendre un nouvel engagement, c'est comme prendre un nouveau contrat entre vous. Donc effectivement, symboliquement, de terminer ce couple-là. Oui. Par contre, c'est vraiment important que vous partiez sur d'autres bases. C'est-à-dire c'est bien que vous fassiez ce travail parce que ça va vous permettre justement de comprendre pourquoi ça a pu être possible dans votre couple. Alors le fait que ce soit vous qui soyez allés dans une relation extra-conjugale, ça veut dire que dans votre couple, il y avait un éloignement entre vous, dans l'homme et la femme. Donc de comprendre pourquoi ça a pu arriver et que chacun puisse effectivement se remettre en question par rapport à ça et que chacun se retrouve sur le terrain de l'homme et la femme, pas du protecteur et de la protégée ou du couple parental, mais vraiment le couple conjugal. Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre dans ce nouveau contrat? Comment vous allez chacun mettre de l'énergie, nourrir ce couple, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Donc ça, c'est important d'y travailler pour éviter de vous retrouver dans la situation où vous êtes trouvé à un moment donné, c'est-à-dire un éloignement, et vous, avec plein de manques, et peut-être Jérôme en avait aussi, mais qu'il ne formulait pas. Donc il faut que chacun puisse exprimer ses besoins. Donc c'est très bien que vous fassiez ce travail, ça va vous aider justement à donner concrètement corps à ce nouveau contrat, qui ne peut pas être le même, effectivement, que celui que vous aviez pris il y a quelques années. Emma, en ce qui vous concerne, comment vous avez ouvert les yeux sur cette dépendance, sur cette relation toxique? J'étais tellement mal psychologiquement et physiquement que je n'étais plus capable de travailler. J'étais sous antidépresseurs à la fin. Et du coup, j'étais à la maison toute seule. Et donc, j'avais accès à Internet. Et je suis tombée sur un message d'une personne, d'une jeune femme, qui avait des difficultés avec son conjoint. Et ce message, dans le message qu'elle postait sur ce forum, il y avait des similitudes avec ce que je vivais moi au quotidien. Et ça m'a interpellée. Et donc j'ai posté un message, moi aussi, pour avoir de l'aide. Et une certaine personne m'a répondu, un homme m'a répondu en fait. Et très vite, on a échangé nos adresses mail. Et au fil des semaines, il m'a complètement ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre que ce que je vivais n'était pas du tout normal. En fait, j'avais aucun point de comparaison avec ce qu'était la normalité dans un couple. On a échangé beaucoup de mails pendant plusieurs semaines. Et en fait, il m'a dit, mais tout ce que tu vis là, c'est pas normal, c'est pas une vie de couple. C'est de la destruction, c'est pas ça l'amour. C'est exactement, il m'a... Donc vous êtes partie? Comment ça s'est passé? Alors, une fois que vous avez ouvert les yeux? J'ai discuté avec cette personne pendant, on va dire, 1 mois et demi. Et un soir, j'étais couchée. Et mon ex-conjoint était dans le salon. Et il a réussi à aller sur ma messagerie. Donc il a vu que j'avais échangé des messages avec un homme. Et là, il est devenu complètement fou. Il a explosé. De jalousie, de haine. Toute la nuit, je suis restée recroquevillée dans la cuisine. J'ai pris des injures toute la nuit. J'ai cru que j'allais mourir, en fait. J'étais plus une femme, j'étais une moins que rien. J'étais une salope, je peux le dire. Je l'avais trompé, alors que j'avais juste échangé une ou deux photos. J'avais jamais vu cet homme. En plus, il habitait très loin de chez moi. Il n'était pas du tout à côté de chez moi. Mais pour lui, je l'avais trompé, il en était sûr. Enfin, c'était. Est-ce qu'il est allé jusqu'à de la violence physique cette nuit-là? Oui, il m'a tapé. Ouais. Bon, je vais pas en dire plus, mais oui, il m'a tapé et il m'a craché dessus. Et après, au petit matin, j'ai pris mes affaires, quelques affaires. Je suis allée chez mon père. Et pour moi, c'était fini. Il vous a laissé partir? Non, il l'a pas voulu. Il n'a pas voulu que je parte. Et il s'est menacé de suicide, que sa vie était fichue, qu'il m'avait tant donné, et puis que c'était comme ça que je le remerciais. Ah non, menace de suicide, ça... Moi aussi, j'ai eu des menaces de suicide de sa part. Ouais. Et là, ça a été fini, ou il a tenté de revenir plusieurs fois? Ah si, il a tenté de... Il voulait m'acheter des cadeaux, lui qui m'achetait jamais rien.
J'ai jamais eu un bouquet de fleurs, pas un je t'aime. Et là, il voulait m'acheter des chaussures, des vêtements, enfin tout ce que j'avais voulu. Et moi, j'ai refusé tous ces cadeaux. Je voulais rien de sa part. Pour moi, je voulais ma liberté. Pour moi, de toute façon, c'était fini. Il m'avait fait tellement de mal. J'étais tellement mal que je ne voulais plus de lui. Mais hélas, vous êtes retombée après, quelques mois plus tard, dans les bras d'un homme du même genre. Exactement, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai... À nouveau, vous avez eu l'impression de croiser Zorro? Oui, oui, Quelqu'un mais en qui- plus fort, en plus passionnel en fait. Là, c'était vraiment intense. Et très vite, j'ai été prise de cet homme, mais très rapidement. Qui vous couvrait de compliments aussi? Ah oui, oui, et qui m'envoyait des cadeaux. Qui m'envoyait des cadeaux, des peluches, un téléphone portable. Il m'inondait de cadeaux. Et là, il n'y a pas quelque chose qui s'est allumé dans votre esprit, des warnings, en vous disant « Oh là là, attention, attention, t'as déjà connu ça, Malheureusement, méfie-toi » non, parce que j'étais tellement sûre que je ne... Pour moi, c'était pas possible que je retombe sur le même type d'homme. Il n'y a pas un autre homme comme ça. Et malheureusement, si. C'est-à-dire que très rapidement, cet homme-là aussi a tombé le masque et vous avez vu apparaître d'autres aspects de sa personnalité? Oui, alors lui, ça a été très rapide. Très vite, il a profité de moi financièrement. Donc, il a vidé mes comptes en banque. Et dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il m'a trompée. Donc, j'étais plus utile pour lui. Mais oui, ça a été très, très, très rapide. Mais c'est lui qui vous a délaissé? Non, c'est moi qui l'ai quitté quand je me suis rendu compte qu'il m'avait trompée, en fait. Ouais. Comment expliquer ça, Frédéric, qu'on puisse replonger après avoir tant souffert? On pourrait se dire qu'on a une autoprotection qui vous met qui nous met en garde. Pas vraiment, parce que je pense que c'est intervenu trop rapidement après cette séparation et qu'en fait, Emma, elle n'a pas du tout eu le temps de se poser pour comprendre ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui, de sa part, avait laissé la possibilité à cet homme de lui faire autant de mal. Du coup, n'ayant pas conscientisé tout ça, elle s'est retrouvée une proie facile pour un autre prédateur, alors sous une autre forme, mais en tous les cas, une proie identifiable, c'est-à-dire avec sa fragilité, avec ses carences affectives, avec son besoin de restaurer tout de suite une estime de soi tellement malmenée que du coup, elle était vraiment en fragilité. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps. On se défait pas comme ça d'une emprise psychologique. Et si on a laissé la possibilité à l'autre de nous faire autant de mal, c'est qu'on a chez nous quelque chose qui fait qu'on ne se protège pas suffisamment. Donc vous le disiez très bien, peut-être un manque de repères sur ce qu'est le couple, un manque de repères sur ce qu'est être envahi par quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un commence à critiquer ma coiffure, ma manière de m'habiller, tout ça c'est mon territoire. Donc si l'autre me critique là-dessus, c'est un envahissement. Et ça, on doit savoir poser des limites. Et ça s'apprend. Ça s'apprend avec un thérapeute, ça s'apprend avec quelqu'un qui vous montre comment prendre soin de vous. Mais elle ne le savait pas encore. Du coup, elle n'avait pas pu tirer vraiment les enseignements de cette relation toxique. Oui, j'ai été vraiment trop vite. Mais je pense que vous n'étiez pas encore sortie de la croyance que c'était quelqu'un d'autre qui allait vous donner dans un premier temps cet amour de vous-même, alors que vous aviez besoin de le reconquérir pour pouvoir vous protéger correctement et aller par la suite vers une relation où vous étiez vraiment aimé pour vous-même. Tout à fait, oui, il fallait d'abord que je me reconstruise moi avant de... C'est ça, exactement. Ouais. Mais... Retrouver de la confiance et de l'estime de soi, c'est ça. Donc il faut pas... En fait, après une séparation, il ne faut pas aller trop vite. Non. Pour pouvoir refaire confiance à l'autre, il faut se faire confiance à soi. Donc c'est ça la priorité. C'est trouver les moyens de se refaire confiance et de se dire je ne me retrouverai pas dans la même situation parce que j'aurai les éléments qui me permettront d'identifier une situation qui n'est pas bonne pour moi, qui est toxique, parce qu'il y a de la manipulation, parce qu'il y a de la dévalorisation, parce qu'il y a un envahissement, parce qu'il y a une emprise, etc. Donc ça, on peut se faire aider par un thérapeute qui nous aide à faire ce travail. Si on a le sentiment d'être encore fragile là-dedans, il faut absolument aller chercher de l'aide parce que sinon, elle n'est pas dans la confiance. Elle ne peut pas s'appuyer sur ses bases à elle pour se dire je me fais confiance. Si ça ne va pas, soit je pars, soit je sors de la relation. Donc c'est ça qui est important, c'est de s'appuyer sur soi et puis de respecter son rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que lui veut vivre avec elle, mais pour l'instant, elle n'en a pas envie parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en lui et en elle
pour être capable de faire cette démarche et parce qu'elle a peur de ne pas être capable de se protéger. Donc ça, il faut l'écouter. Parce que parfois, on peut se trouver face à quelqu'un qui a très vite envie de se mettre en couple par dépendance affective. Donc ça, si on le sent, on peut freiner des cas de fer aussi. Donc il faut savoir s'écouter, apprendre à s'écouter. Et ça, on peut le faire avec l'aide de quelqu'un si on a le sentiment de ne pas y parvenir soi ou de rester un peu bloqué dans un processus. Il y a des moyens de sortir de ce blocage. Emma, j'imagine qu'au début, ça a été difficile de refaire confiance à un homme, ces deux expériences difficiles. Tout à fait, oui. Ça a été très difficile de refaire confiance à un homme. Du coup, j'ai entamé une psychothérapie pendant plus d'1 an et demi, après la 2e rupture, qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré un nouvel homme, et là, j'ai pris beaucoup de temps pour le découvrir, pour apprendre à le connaître, pour être sûre que ce soit une personne honnête, qui avait mes valeurs. Alors, il s'appelle Renaud, c'est votre nouvel amour et il a tenu à être à vos côtés aujourd'hui. On l'accueille tout de suite. Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, vous avez écouté Emma depuis les coulisses. Vous l'avez senti, cette méfiance au début? Oui. Elle m'avait tout de suite prévenu que de toute façon, elle ne voulait pas se précipiter. Ça, c'était certain. Alors, elle avait évoqué ses difficultés, les difficultés qui avaient précédé. Et donc, moi, bon, j'ai tout de suite compris. Je me suis mis, je me suis adapté à elle. Vous avez été patient. Voilà. Vous avez compris. Vous avez peut-être essayé de la rassurer? Oui. Alors, après, de toute façon, d'origine, je suis de nature patiente. Donc, de toute façon, c'est vrai que je savais qu'en discutant avec elle, elle allait de toute façon, petit à petit, on allait apprendre à se connaître, elle allait apprendre à me connaître. Et de toute façon, moi, j'avais rien à lui cacher. Voilà, les choses se sont faites naturellement. Comment vous qualifieriez cet amour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour-passion? Oui, alors, on pourrait dire oui, mais surtout de l'amour, justement, de l'amour... bienveillant? Confiance, oui, voilà, bienveillant. Il est basé sur la confiance. Voilà, on parle énormément. Il n'y a pas de rapport de force? Non, pas du tout. Il n'y en a pas un qui essaie d'avoir de l'emprise sur l'autre? Non, pas du tout. Non, moi, je préfère, de toute façon, la plupart du temps, je préfère m'adapter à elle parce que je sais qu'elle a souffert. Je sais qu'elle a souffert et même moi, je le ressens. C'est-à-dire que, bon, si par moment, il peut y avoir encore une fois, des petites souffrances, je vais le ressentir aussi parce que j'ai vraiment l'impression que ces émotions, les émotions d'Emma, en fait, sont les miennes parce que je sais pas, je les ressens. Ça, voilà, je suis une espèce de prolongement. Vous êtes passé par des situations douloureuses, vous aussi? Non. Comment vous analysez ça, Frédéric? On sent, je pense, chez Renaud une empathie naturelle. Je pense que c'est quelque chose qu'il a chez lui, ça se sent. Puis il y a une délicatesse aussi dans la relation. Donc je pense que c'est exactement ce qui a permis aussi à Emma de s'ouvrir à nouveau à un autre homme. Parce qu'il y a ce respect et cette délicatesse. C'est important aussi quand on a été blessé de ne pas être brusqué dans une relation d'après, qu'il y ait ce respect. Donc là, on l'entend très bien. Il y a beaucoup de délicatesse dans vos propos. Et qui est ces vases communicants d'émotions? Oui. Et puis des points communs, et puis des choses, une relation qui se construit sur des bases saines, des choses qui font que ça peut construire une relation durable, parce qu'on sait qu'il y a de la bienveillance. C'est vraiment pour moi un mot important dans la relation. Et alors parfois, quand c'est une relation construite, comme ça, bienveillante, on se dit que peut-être que ça manque un peu de piquant. Vous ressentez ça, vous, Emma? Non, pas du tout. Non, moi Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et non, moi je ressens pas du tout le manque de piquant. C'est dans notre nature à tous les deux. En fin de compte, on aime le calme, on aime la douceur.
Et je pense que c'est là qu'on se retrouve en fin de compte. Alors justement, vous avez ressenti le besoin d'écrire votre histoire pour exorciser tout ce que vous aviez vécu. J'imagine que ça vous a fait du bien. Oui, oui, ça a été un exutoire pour moi de coucher sur papier mon chemin de vie parsemé d'embûches et mon parcours sentimental compliqué. Et oui, j'avais besoin de... Vous l'avez lu? Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, même si bien sûr, moi, avant, Emma m'avait déjà, elle m'avait raconté tout ça. Alors, pas tout d'un coup, mais c'est venu assez progressivement. Sand, Oui. comment ça se passe aujourd'hui dans votre vie? L'amour bienveillant, non, c'est ce que vous vivez? Ça va bien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'éviterai la prochaine fois de retomber dans une saloperie comme ça, mais sinon, à part ça, non, ça va. Une prochaine fois, pourquoi ce que vous partagez avec votre parce que compagne je sais pas... ne vous semble pas pérenne? J'en sais rien du tout. Je ne me pose pas trop de questions. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre à cette question sur le plateau. Je ne pense pas qu'on puisse être sûr de l'avenir, quoi. Ouais. Ah, c'est joli, l'amour, tout ça, c'est bien, mais bon... Quoi? Est-ce que vous pensez que vos antennes réagiraient, se manifesteraient si direct. Si vous étiez à nouveau confronté à quelqu'un de toxique? Ouais, je pense. Peut-être pas dans la première minute, parce que quand même, quoi, je suis pas Dieu, mais je pense qu'au bout de 2-3 semaines, c'est sûr que... Ouais. Enfin, à 99%, parce que je suis pas parfait, quoi, mais oui, je pense. Je pense, ouais. Delphine, on vous souhaite plein de bonheur sur ce chemin de la reconstruction avec votre mari. Vous prévoyez de vous remarier après le divorce? On verra. C'est une décision que vous déciderez tous les deux. Elle n'est pas encore prise cette décision. Sand, on vous retrouvera cet après-midi aux côtés d'Emma sur le chat de France 2. Vous répondrez à toutes les questions de nos téléspectateurs. On va remercier Frédéric. Merci Sophie. Et merci à tous d'avoir témoigné sur ce sujet sur lequel s'identifieront beaucoup de nos téléspectateurs. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous prendrons des nouvelles de Virginie qui rêvait de tout quitter pour s'installer à la ferme. On lui présentera Christian, un agriculteur qui a décidé de se reconvertir. Il se prépare en coulisses. A tout de suite. Merci. Merci. Bravo pour cette reconstruction. Merci d'être revenu me voir. Tout à l'heure, nous allons prendre un bon bol d'air dans l'Histoire continue. Et comme d'habitude, c'est Renaud qui sera notre envoyé spécial. Bon, je sais pas où on m'a envoyé, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé âme qui vive. Mais qui est l'invité qui lui a donné rendez-vous en pleine campagne? Est-ce plutôt Christian, un ancien agriculteur devenu juriste? J'ai eu envie de voir autre chose. J'ai décidé de me lancer dans le droit, d'en reprendre des études. Ou s'agit-il de Virginie qui aurait réalisé son rêve? Est-ce que vous rêvez de vivre entouré d'animaux? Ah oui, je peux pas m'en passer. Ils vivent à la ferme la vie que je rêve de vivre. Qui vit aujourd'hui dans ce village bien calme? Allô? Fin du suspense dans quelques instants. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. De quoi vous avez peur? De pas réussir. 4 ans d'essai et toujours rien au bout, c'est usant. Vous voulez arrêter? Vous voulez continuer à tout prix? Pas à tout prix. Pas au prix de le perdre. Sébastien et Sadia mènent ensemble un combat qui épuise peu à peu leur couple. On m'a remis une enveloppe. Qu'est-ce qui était écrit? Stérilité secondaire inexpliquée. Ça a été l'un des plus durs moments de ma vie. Malheureusement, il y a une petite injustice. Les hommes, eux, n'ont pas cette cassure naturelle de la fertilité qu'ont les femmes. Plus une femme va prendre de l'âge et plus ce délai va s'accentuer, malheureusement. J'ai promis à mon mari d'avoir un enfant avec lui et c'est pas possible. Pierre et Caroline sont eux aussi passés par là. L'échec, à chaque fois, c'était un drame. Nos disputes ont vraiment continué jusqu'à la réussite. On est arrivé à un point où le traitement quand même prenait le dessus sur notre relation. Ils seront sur le plateau pour leur donner du courage. On n'a jamais voulu baisser les bras et c'est vrai que la chance nous a souri. À notre plus grande joie, le test était positif. Il faut rien lâcher.
S'il faut que je laisse de côté le fait d'avoir un enfant, eh ben, je le laisserai sans problème, parce que pour moi, personnellement, le principal dans ma vie, c'est que je garde ma femme. On peut quasiment, sur un papier, vous garantir que vous serez enceinte par FIV.